et bienvenue. Donc la période de dédicace étant terminée, Pierre Molot va vous faire quand même découvrir son livre, mais d'une manière, enfin son livre. Ils sont deux auteurs, mais Anne Nourry s'est excusée, elle n'a pas pu se déplacer. Des obligations. Elle est à Rennes, elle a d'autres obligations, donc elle n'est pas là ce soir avec nous. Donc Pierre va faire la présentation, va vous présenter son livre d'une manière un peu originale. Il va commencer par vous présenter un film et à partir de là, reprendre les schémas, les illustrations qui sont dans le livre pour que vous puissiez échanger. Donc je rappelle que Pierre Molot, pour ceux qui ne le connaissent pas, est donc enseignant-chercheur en biologie marine et spécialiste du plancton, vraiment le spécialiste du plancton, auteur de plusieurs films et documentaires et livres sur le plancton, mais aussi sur tout ce qui touche à la mer, au littoral. Au métier. Et au métier de la mer. Voilà. Ben, merci Dominique de m'avoir invité. J'aime toujours venir au CCCI, Maison de la Mer, faut pas oublier. J'aime toujours venir ici, soit à écouter des conférences, ou soit participer. Aujourd'hui c'est mon tour, hein, voilà, à chacun son tour. Comment je vais annoncer la soirée? Donc, bon, tu as tout dit alors, hein, mais ce livre ne se serait pas fait s'il n'y avait pas une Anne Nourry avec moi, parce que écrire c'est aussi un métier. S'occuper du plancton, c'est aussi un métier, et voilà, donc on a associé nos deux compétences, elle l'écriture, parce qu'elle est réalisatrice de films, elle a beaucoup travaillé sur les scénarios, l'écriture de scénarios, et je sais de quoi je parle parce que je travaille avec elle actuellement sur des scénarios de films, donc je la vois bien écrire, et donc elle a besoin de comprendre le sujet avant de pouvoir écrire, et ça a été pendant 2 ans beaucoup d'échanges et de rencontres pour qu'elle comprenne un petit peu le message que j'avais envie de faire passer à travers cet ouvrage qui s'appelle le Manuel du plancton. Alors le Manuel du plancton a pu se faire grâce aux éditions Charles-Léopold Meyer qui me suivent déjà depuis plusieurs années, soit dans mes expéditions en Chine, Lac Victoria, Tchad ou Bretagne. Et en tous les cas, ils m'accompagnent dans mes projets, dans les projets d'écriture de livres, mais aussi dans la réalisation de films. Et c'est pour ça que j'avais envie de commencer cette soirée par un petit film qui dure 15 minutes et qui montre un peu l'esprit du plancton. Le plancton, vous allez voir dans ce film qu'il y a énormément d'utilisations. Bon, on en a pris 5 ou 6, on ne pouvait pas expliquer toutes les utilisations qu'on peut faire du plancton, mais vous le trouverez dans le livre, hein, tout ça est détaillé, et ce film montre un petit peu. Et pourquoi on a fait ce film avec la Fondation Charles-Léopold Meyer et Océanopolis? Eh ben, c'était pour être présent à Rio+20. Quand il y a eu Rio+20, il y avait Artus Bertrand qui présentait 100 grands films et sur le plancton, soi-disant. Et donc moi j'avais envie de venir aussi avec mon petit film sur le plancton. Donc lui ça durait 2 heures son film, moi ça durait 15 minutes. Mais c'était essentiel d'être là aussi, hein, dans un espace qui était dédié au peuple de la planète, qui s'intéresse vraiment pas qu'au plancton bien sûr, mais au fonctionnement de notre planète, hein, parce que vous savez que l'eau est le moteur, c'est l'eau qui fait fonctionner notre planète. Sans l'eau, la planète ne fonctionnerait pas, mais sans l'eau et le plancton, alors là encore beaucoup moins. Donc l'eau doit être bonne à boire, mais aussi elle doit être bonne à vivre. Alors c'est pour ça, c'est ce qui m'anime, c'est d'essayer de démontrer comment l'eau elle est bonne à vivre, et que l'eau, il ne faut pas qu'elle soit stérile, parce que si elle est que stérile, bon, peut-être qu'on peut la boire, mais les poissons, les coquillages et les crustacés n'auraient pas le droit de citer dans cet océan. Voilà, donc le petit film, c'est un petit peu ça. Donc il a été réalisé par Philippe Coyot d'Océanopolis. On fait comme ça? Oui. On lance la machine? Oui. Donc on va éteindre la lumière pour le film, et puis... Il suffit d'être sur le bord d'un quai, sur un rocher, ça peut se faire dans une mare aussi, dans un petit lac. Voilà. Donc là déjà on peut voir qu'il y a de la matière organique en suspension. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur quand on regarde une goutte d'eau et de se dire « Ah, c'est tout ça que j'avale, mais c'est pas bon, c'est des microbes. » Non, c'est pas des microbes, c'est des éléments vivants, c'est des poissons, des coquillages et des crustacés.
L'histoire du plancton commence il y a longtemps, très longtemps. Il faut revenir 3,5 milliards d'années en arrière pour voir la vie apparaître dans l'eau avec les bactéries. On les nomme anaérobies car elles peuvent se passer d'oxygène. Aboutissement de multiples mutations, l'une de ces bactéries anaérobies se perfectionne et contient désormais une nouvelle molécule, la chlorophylle. La première algue microscopique est née. Elle utilise la chlorophylle pour transformer l'énergie de la lumière en matière végétale. Ainsi, grâce à un processus de photosynthèse, cette microalgue produit l'oxygène qui révolutionnera la planète. L'algue bleue est donc la base sur laquelle se construira la pyramide des espèces végétales et animales. Ainsi commence l'histoire du plancton. De nos jours, le plancton se trouve partout, dans les eaux salées, douces ou saumâtres. Il se compose d'organismes végétaux ou animaux, phyto ou zoos, généralement minuscules qui sont ballottés au gré des flots. Même s'ils sont capables de mouvements limités, ils ne peuvent se déplacer à contre-courant. Le zooplancton est temporaire lorsqu'il s'agit d'animaux en devenir, comme ces larves de méduses ou de crabes, ou permanent, comme ces mini-crustacés, les copépodes, qui ne grandiront jamais plus. Le zooplancton joue un rôle essentiel parce qu'il est, ce sont les animaux qui font passer du monde végétal, planctonique, au monde animal des poissons et des crustacés. Et sans le zooplancton, les copépodes en particulier, qui jouent un rôle très important dans la chaîne alimentaire, la vie des poissons serait quand même difficile. Présent sur toutes les mers du monde, le plancton regroupe des milliers d'espèces. Sa diversité est source d'équilibre écologique des océans. Pourquoi la biodiversité du plancton est importante? Plus vous avez une communauté phytoplanctonique diversifiée, plus cette communauté va être capable de produire de la biomasse, des lipides qui vont pouvoir être transférés vers les maillons trophiques supérieurs. À l'échelle de notre planète, le rôle du phytoplancton dans les échanges atmosphère-océan est essentiel. Les algues microscopiques, présentes dans les eaux marines de surface, fixent du dioxyde de carbone par photosynthèse. Ensuite, lorsque les algues meurent, la matière organique sédimente en profondeur. Cette pompe biologique permet donc le transfert du gaz carbonique atmosphérique vers l'océan profond via le cycle du carbone. Le phytoplancton en particulier fixe à peu près autant de carbone annuellement que l'ensemble de la biosphère végétale terrestre. Bien connaître les répartitions des planctons, qu'ils soient phyto ou zoos, et leur fonctionnement est essentiel. Chaque jour, les scientifiques mettent au point de nouveaux moyens pour observer et comprendre l'océan dans toutes ses dimensions. Par exemple, l'océan austral et ses eaux froides est particulièrement favorable au développement planctonique. Quand on rentre dans les océans du Sud et puis après quand on y passe, il y a une grosse houle qui est permanente. Par contre, comme on est très bas sur l'eau et puis que dans ces endroits-là il fait souvent pas beau ou très venté, donc l'eau elle passe une pompe, et puis tout ce qui est présent dans l'eau finit par être piégé par les sacs à boutes, par tout ce qui peut filtrer. Et c'est comme si le bateau fait épuisette, quoi. Et puis là on a des krill partout, quoi. Regroupés en essaims immenses et grouillants, ces crevettes pélagiques se nourrissent directement de phytoplancton. Représentant plus de 500 millions de tonnes de matière vivante, la masse du krill surpasse probablement celle de tous les humains réunis.
D'autres régions sont remarquables, avec des eaux particulièrement productives. À l'origine de cette richesse biologique, le phénomène d'upwelling. De forts vents côtiers combinés au relief sous-marin poussent les eaux chaudes de surface loin des côtes, faisant ainsi remonter des profondeurs des eaux froides riches en éléments nutritifs. Ce courant océanique froid favorise le développement d'une production planctonique très importante. C'est là que des millions de tonnes de poissons pélagiques, pour l'essentiel des sardines et des anchois, mais aussi d'autres prédateurs, trouvent leur nourriture. D'une façon générale, on trouve une grande richesse et une grande diversité de plancton dans les zones côtières grâce au mélange des eaux marines et continentales. La qualité du plancton dans nos estuaires dépend de la qualité du vivant des sols, grâce justement à ces micro-organismes qui vont digérer dans les sols tous les éléments nutritifs et qui vont transmettre ça par l'érosion, et on peut dire donc que la terre nourrit la mer. Dans ces zones côtières, dans les baies ou les estuaires, les hommes mettent à profit cette richesse naturelle en phytoplancton pour développer des activités d'aquaculture, par exemple. Les marais, qu'ils soient sauvages ou apprivoisés par l'homme, comme ces marais salants, sont des lieux remarquables où la terre communique avec la mer. Le paludier observe la couleur de ses œillets, mais ne voit pas forcément l'empreinte de ces micro-algues qui feront la qualité de son sel. Le plancton est l'acteur de cette extraordinaire palette de couleurs. À la fin de l'été, la saison du sel se termine et le paludier rend à la mer l'eau de ses œillets. Quand cette mer repart, c'est le bonheur de la nature, c'est le bonheur des poissons qui vont pouvoir se reproduire et se nourrir. On est dans une chaîne et écologique et économique. Autre lieu, autre tradition, loin des eaux marines, au cœur du continent africain, un plancton végétal est connu et exploité depuis des millénaires. Les eaux douces du lac, enrichies par les apports en nutriments, favorisent le développement de la spiruline. Tamisée, puis séchée, cette microalgue riche en protéines et en oméga 3 est un complément alimentaire essentiel pour les populations locales. Nous sommes obligés de puiser dans notre alimentation végétale ces oméga 3 dont nous avons absolument besoin et que nous sommes incapables de fabriquer. De nombreux végétaux terrestres synthétisent des oméga 3 avec plus ou moins de succès. Le phytoplancton marin est particulièrement efficace. Le plancton, c'est une algue, c'est un végétal, et sous l'action du soleil, de la photosynthèse, c'est ce plancton qui va être capable de fabriquer ces oméga 3, et en consommant soit directement, soit indirectement ce plancton, nous allons nous enrichir dans les oméga 3 dont nous avons fondamentalement besoin. Consommation directe, c'est utiliser le plancton sous forme d'ingrédients, de salade, de tout ce que l'on veut, c'est-à-dire de plats cuisinés. Consommation indirecte, c'est la chaîne alimentaire, et c'est par cette chaîne alimentaire que nous nous approvisionnons en oméga 3. Loin de ces considérations alimentaires, le plancton intéresse aujourd'hui la recherche et l'industrie. Les algues microscopiques jouent un rôle important dans de nombreux domaines. Leur forte capacité à accumuler des lipides ouvre de nouveaux champs d'investigation pour la production de biocarburants, par exemple. Le plancton s'invite également dans des secteurs industriels inattendus.
Tout récemment, nous nous sommes intéressés à une souche de microalgues originaire du désert du Sahel, qu'on appelle Cnidesmus. Ce phytoplancton est surdoué. Alors, la particularité singulière de cette microalgue, de coloniser les milieux les plus hostiles, mais également de survivre dans les conditions les plus extrêmes, a été mise à profit par la recherche. Et ces principes actifs que nous produisons aujourd'hui sont utilisés par un grand nombre de grandes marques cosmétiques au niveau international. Alors que le chercheur et l'industriel s'emparent du plancton, pénètrent son intimité et tentent de l'apprivoiser pour mieux l'exploiter, beaucoup de choses restent à découvrir à l'échelle des océans. Ces organismes minuscules sont au cœur des équilibres de notre planète dont ils subissent directement les soubresauts. Alors, les organismes planctoniques sont soumis à des perturbations telles que le changement climatique, l'acidification des océans, et ces perturbations, notamment le changement climatique, induit des migrations d'espèces depuis les zones subtropicales vers des zones tempérées. De telles migrations ont des conséquences immédiates sur les pêcheries. Mais d'une façon plus générale, la survie de nombreux organismes pourrait être sérieusement mise en cause. Et s'ils étaient amenés à disparaître, nous ne savons pas quel serait l'effet sur le fonctionnement et l'équilibre de leurs écosystèmes. Pourquoi le plancton? Pourquoi est-ce qu'il faut faire des choses? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec le plancton? Quels sont tous les enjeux du plancton? Parce qu'on a parlé effectivement de l'alimentation, mais il y a aussi justement les échanges chimiques, etc. Le fait que le plancton soutient l'existence même de notre atmosphère par les échanges qui se font, etc. C'est pas simplement une tâche pour les scientifiques, c'est pas seulement une tâche pour les gens qui travaillent, qui vivent de la mer comme les pêcheurs, mais c'est aussi n'importe qui peut se dire, tiens, voilà quelque chose auquel je peux me joindre. Et il y a cette idée de long terme. On avait cette planète, et qu'est-ce qu'on en a fait pendant des dizaines de milliers d'années? Qu'est-ce qu'on a fait? Il faut que nous arrivions à, à commencer à aimer cette planète, pas simplement l'utiliser comme quelque chose où on peut aller piocher, tirer de la richesse de l'intérieur, mais c'est nous cette planète, et il faut qu'elle vive, et toute cette vie qu'il y a dans les océans, dans les rivières, dans les marais, il faut que cette vie continue. Faut-il regretter que ces êtres minuscules ne figurent pas encore sur les listes des espèces protégées, au même titre qu'un ours blanc? Et pourtant, le rôle du plancton est essentiel dans les équilibres de notre planète bleue. Voilà. Donc voilà un peu en 15 minutes, retracer rapidement un petit peu les différentes utilisations du plancton. Hein, ça c'est pratique aussi de démarrer une intervention par ce film-là parce que ça vous met déjà des images derrière les mots, quoi. On parle de plancton, phytoplancton, plancton végétal, zooplancton, plancton permanent, temporaire, tout ça c'est des mots. Hein. Et quand vous arrivez comme ça dans une soirée et que vous apprenez tous ces mots-là, c'est déjà beaucoup. Donc le film est un peu là pour placer les choses. Et puis après, avec vous, il y aura sûrement un échange, je suis sûr. Et il y aura le livre après, tranquillement, chez vous, dans la sérénité. Vous pourrez prendre page par page, commencer par la fin, aller au début. Vous pouvez le prendre dans tous les sens que vous voulez, ce livre, et il vous apportera des connaissances, parce que c'est aussi l'objectif de la Fondation Charles-Paul Meyer, d'apporter la connaissance au plus grand nombre. C'est ça sa mission première, son objet. Et Océanopolis, c'est le centre de découverte qui permet de montrer un peu à tous
toute cette mécanique des écosystèmes marins, des océans, comment ça fonctionne, c'est très compliqué. Et passer un peu de temps à Océanopolis, c'est aussi voir tout ça, le toucher, même le plancton, l'observer, et voilà, de raconter une belle histoire. Donc c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Et donc je vais illustrer aussi mon intervention par des schémas de Géraldine Dublin, qui nous a accompagnés dans l'écriture, donc dans les schémas, elle, plutôt le dessin, parce qu'à chaque fois, il faut aussi être un peu pédago, comme on dit, et faire de la pédagogie. Et donc, à travers, sur un livre, à travers des schémas, on peut faire passer beaucoup de messages. Hein, donc, voilà. Mais si déjà vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Voilà. Bon, on va commencer par la frise, hein, chronologique, parce que ce serait souvent... mais le plancton, il vient d'où? Ben, il vient d'ici, vous voyez. Là, le Big Bang, là, 15 milliards d'années, vous voyez. Hein, 15 milliards d'années, et puis la vie commence à s'organiser, la vie commence à venir, le phytoplancton, à partir de 3 milliards et demi d'années. C'est ce qu'on dit, que les premières traces de vie seraient apparues il y a 3,5 milliards d'années, mais entre 3,5 et 15 milliards, vous voyez, il y a quand même du temps qui s'est passé. Hein. Et là, ça a été le travail de la formation des océans. Il fallait bien que des océans existent pour que ce plancton puisse se développer. Et donc, ça a été tout le travail du volcanisme, du broyage des roches par les volcans. C'était vraiment une cocotte minute. Vraiment, ça bouillonnait de partout. La température de la planète était tellement chaude, de notre Terre, c'était tellement chaude que l'eau ne pouvait pas être liquide. C'était impossible, des milliers de degrés de température. Donc, mais par contre, l'eau était présente parce que l'eau était dans la roche, dans la croûte terrestre, et les volcans, en broyant ces roches, a dégagé toute cette vapeur d'eau qui s'est transformée en nuages. Donc on dit que la planète était couverte de nuages, de vapeur d'eau, et il a fallu que les volcanismes s'arrêtent tranquillement pour que la Terre se refroidisse. Et quand les températures sont passées en dessous des 100 degrés, 90, 80, 60, 70, et l'eau qui était sous forme de vapeur est devenue liquide. Et il paraîtrait, hein, et ça tient bien la route, que en fait, les océans aient été formés comme ça, quoi, de la croûte terrestre. Donc on vient du minéral. Sans le minéral, la vie aurait eu des difficultés à se développer. 3 milliards et demi d'années, le phytoplancton s'installe, et ça, on dit que pendant presque 2 milliards d'années, ce sont les algues bleues qui se sont développées, ces microalgues qu'on appelle les cyanobactéries. Voilà, donc des mots, de temps en temps je dirais quelques mots comme ça un petit peu compliqués, mais je rappelle, l'ouvrage est là pour donner plus d'explications. Les cyanobactéries, c'est vraiment les premières microalgues unicellulaires qui se sont développées et dont leur travail à ces microalgues, ça a été de consommer, bien sûr, ce qui existait. La vie vivait très bien sa vie parce qu'elle était anaérobie, il n'y avait pas d'oxygène sur la planète. Avant 3 milliards et demi, il n'y avait pas d'oxygène, mais il y avait de la vie. La vie bactérienne, ce qu'on appelle des bactéries anaérobies, qui étaient là quand même, et qui se débrouillaient. Et quand ces cyanobactéries sont arrivées et ont commencé à polluer la planète, on peut dire qu'elles l'a polluée, parce que là, ça se passait très bien. Pas d'oxygène, que du gaz carbonique, de l'hydrogène sulfuré. Les bactéries étaient très heureuses. Et quand les cyanobactéries sont arrivées et commencé à consommer le gaz carbonique et le transformer en oxygène, là, ça n'allait plus du tout pour les bactéries anaérobies. Donc, elles se sont enfouies dans les vases, se sont cachées où elles pouvaient, voilà, pour laisser place à toute cette vie qui allait s'organiser. Ce qui est étonnant, c'est que ces bactéries anaérobies, quand on cherche bien, on les trouve encore aujourd'hui dans les endroits, parce qu'il arrive parfois que dans les lacs, souvent dans les lacs, il y a une eutrophisation, il n'y a absolument plus d'oxygène. Voilà, ça chute énormément et ces bactéries anaérobies qui sont enfouies dans les vases très profondément vont sortir de l'eau. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur l'étang de Thau en Méditerranée, et il arrive parfois que les étangs languedociens, il y a des espèces d'eutrophisation qu'on appelle la malaille dans cette région, dans ces lacs, dans ces étangs, et l'oxygène tombe, tous les poissons meurent, les coquillages meurent, tout meurt, quoi. Et à ce moment-là, réapparaissent ces bactéries anaérobies, on les voit apparaître comme ça dans l'eau. Elles sont souvent rouge-pourpre, ça donne une couleur pourpre de l'eau, c'est très très joli à voir. Voilà. Donc ensuite, ce phytoplancton va se développer et la diversité va commencer. Les cyanobactéries vont tellement nettoyer le gaz carbonique, l'hydrogène sulfuré et produire énormément d'oxygène. Les sels minéraux vont être là parce qu'il y aura des tempêtes, de l'érosion, il y aura toujours cette érosion, et puis va apparaître d'autres formes de vie
qu'on appelle les diatomées. Les chlorophycées d'abord, pardon. Les chlorophycées qui sont des microalgues qui n'utilisent pas la silice pour se faire une carapace siliceuse, donc elles vont se développer. Donc on va avoir des eaux qui vont passer du vert bleu à du vert, hein, complètement. Ensuite on va avoir les diatomées qui vont apparaître à partir de là. Ces microalgues qui sont extraordinaires pour nous, ces diatomées, parce qu'elles vont participer à la grande diversité du phytoplancton. On dit que ce sont les diatomées, ces microalgues, qui font la grande diversité du phytoplancton. Et c'est grâce à cette grande diversité du phytoplancton qu'on va voir apparaître les premiers zooplanctons, hein, et puis ainsi de suite, hein, pour arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, là-dedans, on est là, quoi. Voilà, on est tout seulement là, vous voyez. Il a fallu tout ça pour qu'on arrive. Hein. Et il a fallu du temps. Donc je trouvais que cette frise-là, bon, elle existe cette frise, mais elle est très compliquée. On en a trouvé des... C'était très compliqué. Voilà, donc on l'a un peu simplifié avec Géraldine, et puis pour qu'elle soit facile d'accès à tout public, quoi. Ça va? Je me retiens, hein. Mais peut-être que vous avez des questions. Alors surtout, n'hésitez pas à lever la main, et que ce soit vraiment un échange. Hein. Donc je vais passer la deuxième. Alors bien sûr, ça y est, la vie s'est installée dans nos océans. Hein, et ici, c'est vraiment le socle. Hein. C'est ce qu'on appelle le phytoplancton. Vous avez compris que sans ça, si ça venait à disparaître, eh ben, c'est tout le reste qui va disparaître. Donc là, on va avoir une production, une diversité de microalgues. Hein, le phytoplancton, plancton végétal, qui se nourrit d'éléments minéraux, des nitrates, des phosphates, de la silice, hein, pour se développer. Il a besoin aussi de CO2, de gaz carbonique, et il a besoin de lumière, d'énormément de lumière. Donc c'est pour ça qu'on dit que le phytoplancton, on va le trouver souvent dans des environnements où c'est très lumineux, et c'est vrai que quand on est en bordure de côte, quand on est sur la bande côtière, quand on a des fonds de 15 à 20 mètres d'eau de profondeur, la lumière pénètre vraiment très très bien, et là on va avoir une très très grande diversité. Au fur et à mesure qu'on va aller au large, la vie dans les profondeurs est quand même plus difficile pour le plancton végétal, puisque la lumière a du mal à traverser. On dit que le phytoplancton peut vivre dans des couches jusqu'à 100 mètres de profondeur. Voilà, au-delà, on est vraiment dans la nuit noire, et c'est quand même un peu difficile. Quoique, hein, actuellement, il y a des travaux qui montrent qu'on peut trouver aussi un monde végétal, ou des protistes qui sont intermédiaires dans les 100, 200, 300 mètres de profondeur, parce que certains animaux sont capables, par la bioluminescence, d'apporter de la lumière. Voilà. Mais là, vraiment, on est dans le démarrage. On connaît très très peu de choses sur les océans. Hein. On connaît beaucoup sur les mammifères, sur les poissons. Les poissons des grands fonds, on commence à les connaître. Mais alors tout ce qui est microscopique, hein, le plancton, et pourtant... il représenterait le plancton, hein, entre le zooplancton et cela. On dit que c'est à peu près 98% de la biomasse des océans. Hein, les 2% qui restent, c'est les mammifères, les poissons, les crustacés, les coquillages. Mais 98% de la nourriture de la mer, c'est ça. Hein. Donc c'est énorme, quoi. Hein. Et bon, au départ, on disait, ouais, il y a quelques dizaines de milliers d'espèces de plancton. Après, on disait quelques centaines de milliers d'espèces de plancton. Et après l'aventure du Tara, hein, je ne reviens pas sur le Tara, mais il parle maintenant de millions d'espèces. On parle de millions d'espèces de plancton. Hein. Donc, vous voyez, il y a du travail pour les générations futures. Hein. Oui, je voudrais savoir, comprendre pourquoi la nourriture du phytoplancton, en l'occurrence, et dans les eaux froides. J'aurais pensé que c'était plus facile dans les eaux chaudes. Non, dans du phytoplancton, il y en a partout. Hein. Vous allez dans les eaux chaudes, la quantité... Le hein, brassage la voilà. remontée des eaux froides. Oui, alors c'est vrai que sous la calotte glaciaire, c'est énorme, quoi. Hein. Quand on voit la quantité de plancton, c'est même... D'ailleurs, les baleines, s'ils vont dans ces endroits-là pour se nourrir, c'est pas un hasard, il y a énormément. Très souvent, je dirais qu'il n'y a pas la diversité quand même. Hein. Il y a la quantité de phytoplancton, il y a quelques... belle quantité de diatomées, mais après il y a du zooplancton, ce qu'on appelle des copépodes, du zooplancton, on en a vu tout à l'heure, ces petits zooplanctons, hein. Et après il y a le krill, quoi, hein, qui vient là. Donc voilà, donc c'est assez limité quand même en diversité. Voilà. Donc on a la quantité, je ne crois pas qu'on a la diversité. Par contre, quand on va dans le sud, dans les pays chauds, là on a énormément de phytoplancton, et même quand on va dans le désert, hein, où on a vu ces palmes, dans le Sub-Sahara, où il n'y a qu'une espèce qui
vous avez vu la quantité de plancton, des bassines, elle le ramasse. Donc la concentration est énorme, mais il n'y a qu'une espèce. Vous voyez, à chaque fois qu'on est dans des milieux extrêmes, on a la quantité, mais on n'a pas la qualité, peut-être la diversité plutôt. Je ne vais pas dire qualité, parce que ces planctons-là sont de très bonne qualité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Hein, il faut savoir aussi que les brassages des fonds sous-marins, il faut savoir que dans les grandes profondeurs, il y a énormément de nutriments. Et c'est vrai, quand on est sous la calotte glaciaire, les fleuves et tout ça, bon, tout ça s'est bloqué, mais ça circule en dessous, quoi. Et ça fait remonter à la surface des éléments minéraux qui font que quand la mer se dégèle, quoi, voilà, d'un seul coup, vous avez ce qu'on appelle des blooms de phytoplancton extraordinaires, quoi, extraordinaires. Et ça va très très vite. En quelques heures, quelques jours, vous avez une masse de plancton végétal énorme. Et dans les jours qui vont suivre, une masse énorme de zooplancton. Hein, mais ça ne va pas durer longtemps, puisque après ça va se refermer. Hein, tout ça va être en dormance et ça va se... Voilà, et ainsi de suite. Donc les éléments nutritifs qui nourrissent le phytoplancton, on est à peu près sûr qu'ils viennent souvent de la terre, c'est l'érosion des roches, les rivières, les fleuves, les estuaires. Ça, ce sont des apports de nutriments pour le phytoplancton. Mais quand on est au large, il ne faut pas croire que c'est le désert, hein, c'est pas ça du tout, puisque dans les grandes profondeurs, on verra tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des upwelling, des courants sous-marins qui font remonter à la surface des quantités d'éléments minéraux. En fait, c'est du compost, parce que depuis des centaines de millions d'années qu'il y a de la vie dans les océans, quand il y a de la vie, il y a de la mort, et quand il y a de la mort, il y a des déchets organiques, et quand il y a des déchets organiques, il y a la minéralisation qui se fait par les bactéries, et puis tout ça est plaqué sur le fond, et il n'y a aucune raison que ça remonte s'il n'y avait pas de courant sous-marin qui venait de temps en temps lécher les courants pour faire remonter les eaux froides des profondeurs. Et c'est comme ça que ça fait ces grands blooms, et qu'au Pérou, au large du Chili, on a des remontées d'eau froide qui apportent des éléments minéraux, qui a des blooms extraordinaires, et les bateaux qui pêchaient les sardines, les anchois. Donc voilà. Donc phytoplancton dit zooplancton, et vous voyez à chaque fois on dit 1000 kg va donner 100 kg de zooplancton. À chaque fois il faut diviser, c'est schématique, hein. 90% passe en énergie. Hein. Donc à la fin, vous voyez, s'il y a 90%, vous voyez, il aura fallu 1 tonne de phytoplancton pour faire 100 grammes de grands prédateurs, de thon, on va dire, on va prendre un thon par exemple. Voilà, il faut énormément, hein, il aura fallu 1 tonne pour faire 100 grammes de thon. Donc vous imaginez hein, la quantité de phytoplancton qu'il faut pour faire un thon de 100 kg, par exemple. Prenez un thon de 100 kg. C'est un cours que je faisais avec mes élèves. Je commençais comme ça, je disais, bon, allez, on va prendre un thon qui fait 100 kg, hein, un beau thon. Hein. Et, voilà. Et combien de kilos il faut de phytoplancton? Donc ils faisaient tous les calculs, mais c'était incroyable le nombre de zéros, quoi. Et je dis, où ça va être produit? Comment? Voilà. Donc. Et d'un seul coup, on voit la fragilité de l'écosystème, quoi. Ça ne tient à pas grand-chose, quoi. Chaque fois qu'on bouge ici, c'est ici, ça diminue, ça change. Voilà. Alors il y aura toujours du zooplancton, mais on va changer la diversité aussi du zoo. Pardon. On va changer la diversité du zooplancton, et à chaque fois qu'on change la diversité ici, ben, on perd des espèces. On perd des espèces. Voilà. Et donc toute la grande diversité qu'on a, les turbos, les anchois, les rougets, les bars, tout ça ne dépendent de la diversité de chaque maillon, quoi. Vas-y. Non. Oui, non, si on prend les baleines là, qui mangent du krill, est-ce qu'on n'a pas un rendement plus efficace, et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à justement faire de l'élevage? Voilà. Alors, oui, c'est une très bonne question. Pourquoi pas se servir, au lieu de manger de la baleine, pourquoi pas manger du krill, hein, parce que là, c'est vrai qu'on en aurait beaucoup plus. Le danger, c'est que vous savez que les hommes, si on commence à les autoriser à pêcher du krill, ils vont y aller, ils vont tout ramasser. Et le krill ne sert pas de nourriture que pour les baleines, il sert aussi de nourriture pour les saumons. Et puis, voilà, il y a énormément d'espèces qui se nourrissent du krill. Hein, d'ailleurs, on relate bien, on écrit tout ça dans le document, on décortique bien cet aspect-là. Que pourquoi pas, si les hommes étaient assez raisonnables pour dire on a des quotas, on les respecte, quoi. Parce que le krill, il est déjà pêché depuis longtemps. Depuis plus de 50 ans, les Japonais pêchent du krill. On ne le savait pas, nous, on le savait parce que moi j'ai travaillé avec les Japonais il y a 40 ans, donc je savais qu'ils pêchaient le krill. Quand ils allaient à la pêche à la baleine, quand ils avaient leur quota de baleine, ils sortaient les filets à plancton, après avoir pêché des monstres énormes, quoi. Ils sortaient des filets à plancton et ils pêchaient le krill. Et le krill était congelé à bord des bateaux, et il servait à faire quoi, à votre avis, le krill?
Non, non, il faisait un aliment qu'on connaît tous ici, mais... Sushi? Non, non, non. Le surimi. Ah, surimi. Voilà. Et le surimi au Japon, attention, c'est un produit de luxe. Hein. Nous, c'est un produit ordinaire, mais là-bas, attention, il ne faut pas se moquer. Mais je voulais te demander, les bancs de sardines suivent les blooms de plancton, si je comprends bien. Oui. Je m'excuse. Hein. Oui, parce que... Les bancs de sardines, parce que fut un temps, au large de Groix, il y en avait énormément. Ah oui. Maintenant, il n'y en a plus. Est-ce que le plancton, est-ce que ça dépend du plancton? Voilà, c'est intéressant, ta question est bonne parce qu'on est sur le territoire orientais, donc c'est bien d'en parler. Et donc, si vous voulez savoir quel type de plancton il existait il y a un siècle, il y a 100 ans, à l'époque où mon grand-père, mon arrière-grand-père pêchait ici, eh ben, vous regardez les ruines, quoi, les ruines des usines, hein, et vous trouvez ici de Lassus, des usines de sardines. Vous essayez de vous rappeler ce qu'il y avait à Groix, ben, vous apercevez qu'il y avait 3 centeniers à Groix. Et donc ça, c'est intéressant, parce qu'il y avait aussi la Vilaine, il y avait le Blavet, il y avait le Scorff. Hein, mais dans ces temps-là, sur la Vilaine, par exemple, il n'y avait pas le barrage d'Arzal. Il n'existait pas le barrage d'Arzal. Et on dit d'ailleurs que c'était un grand... la Vilaine apportait des éléments nutritifs exceptionnels dans le Morbrase, où là, dans cette baie de Quiberon, ensuite, on avait une productivité très importante de plancton végétal, de phytoplancton, de zooplancton. Et à ce moment-là, toutes les sardines et les spras, les anchois, ils venaient à la côte presque. Il n'y avait pas besoin d'aller très loin pour pêcher les spras, les sardines et les anchois. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que les spras, les sardines et les anchois se nourrissent directement de ces copépodes. C'est leur nourriture depuis la naissance jusqu'à la mort. Tandis que les autres poissons qui sont un peu au-delà se nourrissent au départ, parce que la petite taille de leur bouche vont se nourrir de ça, mais une fois qu'ils auront grossi, ils chasseront dans les alevins de poissons et ainsi de suite. Tandis que les spras, les sardines, les anchois sont vraiment des gros consommateurs de ces... Et ensuite, donc, ces spras, sardines et anchois, eh ben, les thons, il suffit... D'ailleurs, à l'époque, quand il y avait ces 3 centeniers à Groix, ils pêchaient à la voile, donc ils n'allaient pas très très loin pour pêcher les thons. Il n'y avait pas besoin d'aller très loin, et puis ils venaient à la côte. Donc il suffit de regarder un peu l'historique du territoire, les activités économiques qu'il y avait 50 ans, un peu plus de 50 ans, et là on peut dire, ben oui, on avait vraiment énormément de plancton végétal et de zooplancton, puisque, etc., quoi. Donc ça c'est... Voilà. Donc c'est facile à suivre. Hein? Et oui, bah, il n'y a pas eu que le barrage d'Arzal, parce que dans d'autres régions, là-haut, la sardine... Mais je pense que la baie de Quiberon était vraiment un garde-manger, vraiment, la baie de Quiberon et toute la région, là, depuis le Croisic, on va dire, jusqu'au Guénan, hein. Du Croisic au Guénan, c'était vraiment un vivier de poissons fourrage, comme on les appelle, hein, et donc il y avait besoin d'énormément de ce plancton-là. Ok. Alors juste ici, le principe de la photosynthèse, hein, bien sûr, c'est les échanges gazeux entre l'atmosphère et l'eau, et c'est comme ça qu'on récupère cet oxygène qui est fabriqué par cette microalgue. Voilà, la microalgue, elle est ici, hein, et elle va consommer donc du gaz carbonique, elle va se nourrir de sels minéraux, hein, pour ensuite produire des protéines, des lipides et des glucides, hein, et ensuite produire de l'oxygène. Plus de 50% de l'oxygène que vous respirez aujourd'hui, vous le devez au plancton végétal, hein. Jamais l'oublier. On dit plus de 50%. On n'ose pas dire 70 ou 75, mais bon, on le dirait bien. Mais déjà, plus de 50%, ça montre bien que la planète, elle est vraiment fragile, et que vous savez que sur notre planète, la planète est couverte de 70% d'océans, 30% de continents. Sur les 30% de continents, quand vous regardez bien les déserts, un jour, essayez sur une carte d'entourer tous les déserts. Vous allez voir que les plus grands espaces sur les 30% de terre, c'est des déserts. Déserts sahariens, déserts sibériens, les déserts chinois, c'est énorme. La Chine, c'est un grand désert. Moi, je pensais que c'était... Non, c'est un grand désert. Il n'y a que 7% de terres arables, hein, en Chine. Hein. 7% de terres cultivables. Bon, et après, c'est des grandes villes, des grandes métropoles avec 30 millions d'habitants, quoi. Puis tout le reste, c'est des déserts, quoi. Donc quand on regarde bien cette planète Terre, alors bien sûr il reste encore quelques territoires avec des forêts. Très souvent les forêts, eh ben, on fait du bois pour l'utilisation des meubles, des charpentes, etc. Donc c'est du bois très, très sélectionné, donc la diversité elle n'y est pas, hein, surtout en Europe, hein, c'est pas la grande diversité. Et puis après il y a le Brésil, il y a l'Amazonie, mais vous savez l'Amazonie intéresse beaucoup de spéculateurs, on va y chercher
des terres rares, on va chercher des produits très, très intéressants pour l'industrie. Et donc la forêt, bon, Bornéo par exemple, il n'y a quasiment plus de forêt vierge à Bornéo, quoi, hein. Donc ça c'est quand même un peu... Bon. Donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser beaucoup à ce plancton végétal parce qu'on y en a besoin pour respirer et que voilà. Alors juste ici, parler des protéines, eh ben, ça intéresse tout le monde, hein. Ça intéresse les poissons bien sûr, hein. Les glucides aussi, et puis les lipides aussi. Quand il y a des lipides, ça c'est très intéressant parce que c'est de l'huile et on a tous besoin d'acides gras, on a besoin, puis là on va trouver aussi des vitamines, on va trouver aussi des oméga 3, on va trouver tout ce qui fait la bonne santé des poissons, des coquillages et des crustacés. Si les poissons et les coquillages et les crustacés sont en bonne santé, c'est qu'à la base, le phytoplancton est un aliment de choix et lui, il n'a pas changé depuis 3,5 milliards d'années. Sur la Terre, on cultive des légumes, on a sélectionné, on a même fait parfois des OGM, etc. La naturalité, on s'en éloigne un peu quand même, hein. Et quand on s'éloigne de la naturalité, eh ben, automatiquement, les produits ne peuvent pas avoir toute cette complexité nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme, hein. Et donc, on va aller chercher par des médicaments, des compléments alimentaires, etc., quoi. Tandis qu'en mangeant du plancton, on n'avait pas besoin parce que toute la mémoire justement de ces aliments, de ces choses importantes pour la bonne nutrition humaine, sont à l'intérieur. Alors ça intéresse beaucoup de personnes, bien sûr. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est cet ensemble, pour faire du plancton un aliment pour tous. Alors bien sûr, on pense à la spiruline, comme on a vu ces femmes l'accueillir. Mais il y en a d'autres qui pensent à ça, aux lipides, c'est ça qui les intéresse. Le reste ne les intéresse pas. Donc il paraîtrait qu'il y a des travaux actuellement pour arriver à extraire quelques cellules de phytoplancton et les spécialiser en leur disant, bon, fais un peu de protéines si tu veux, ça ne lui dérange pas, fais un peu de glucides si tu veux, mais nous ce qu'on veut c'est que tu produises des lipides. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Et donc voilà, donc c'est en cours. Ça nous fait vraiment peur parce qu'on a l'impression de voir Monsanto derrière avec des OGM, vous voyez un peu ce que je veux dire. Hein, pourquoi les lipides? Puisqu'elles font de l'huile. Quand je fais de l'huile, je peux faire de l'hydrocarbure. Hein, vous vous rappelez le film qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc à chaque fois qu'on a des lipides, on peut produire. Voilà, donc pourquoi pas, à la limite, moi ça ne me dérange pas, mais moi j'aimerais tellement donner priorité au plancton végétal vers l'alimentation humaine. L'alimentation pour les écosystèmes marins, pour que les poissons, les coquillages et les crustacés puissent se reproduire, et puis donc c'est reconquérir la qualité des eaux, et éventuellement, pourquoi pas cultiver certaines microalgues en gardant toutes ces propriétés qui sont essentielles à notre bonne alimentation, mais surtout pas commencer à les manipuler, quoi. Alors justement, c'est par rapport aux microalgues, ce que tu sembles dire, c'est qu'en fonction du lieu et de l'eau et des nutriments qui pourraient trouver, on va avoir des productions différentes. Oui. Qu'est-ce que tu penses de l'élevage hors sol de la spiruline? Ah bon, ça me... Pour aliment. Ah oui, non, ça, au contraire, même ça ne me dérange pas. On ne va pas faire comme en Afrique, c'est impossible. Parce que naturellement, on ne peut pas avoir de la spiruline dans nos lacs ici, quoi. La géographie, les conditions météorologiques ne le permettent pas. Par contre, sous serre, avec de l'eau propre, on peut produire cette microalgue qui a été prélevée au lac Tchad, et moi je suis assez pour d'ailleurs. On encourage, à condition qu'on soit sérieux, qu'on ne commence pas à manipuler, quoi. Et qu'on reste à l'échelle un peu artisanale. Il y en a qui disent, ben non, on va faire ça de façon industrielle, on va faire de la méthanisation. Alors voilà, maintenant, pour justifier de la spiruline, on va faire de la méthanisation. Mais des méthaniseurs, il faut les nourrir après. Un méthaniseur, s'il n'est pas nourri, il ne produit pas son gaz. Donc il faudra faire encore plus de cochons et donc plus de maïs. Donc est-ce que c'est compatible avec la qualité des eaux? Voilà, donc ça... je vois bien actuellement, la méthanisation, c'est la baguette magique, hein, si vous voulez faire de la spiruline. Donc il va falloir bientôt, pour faire de la spiruline, une usine à gaz. Et sans jeu de mots. Et faire une usine à gaz pour faire de la spiruline. Et qu'on peut en faire naturellement. Moi j'ai des amis qui en font dans le Var, ils sont sous serre, ils ont des bacs, ils ont de l'eau, ils utilisent l'énergie lumineuse. Et c'est vrai qu'un méthaniseur permettrait de faire du plancton, de la spiruline 12 mois sur 12. Mais quand on discute avec les spiruliniers, ils vous disent non, 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 surtout pas. Il faut faire de la spiruline 2 saisons, c'est-à-dire 6 mois par an. Mais les autres 6 mois, eh ben, la spiruline, elle est en dormance.
Et à chaque fois qu'on a voulu forcer sur la spiruline, à un moment donné, elle rejette et elle ne marche pas, ou on a des problèmes, on la fragilise, etc., etc. Chez nous, la spiruline, elle n'est pas comme en Afrique. Même en Afrique, elle a ces périodes où elle va se multiplier énormément, d'autres fois où elle va rester en dormance. Voilà, il faut respecter le cycle. Autrement, on va aller vers une production intensive, et puis voilà. Hein? Alors bon, je discute avec les gens qui font de la méthanisation, ils me demandent de venir, moi je leur dis ce que je pense, après ils font ce qu'ils voudront, quoi. Hein. Mais nous, on défend cette idée de pouvoir faire de la spiruline, mais même pourquoi pas trouver une spiruline qui vit en eau froide, parce que en eau froide, 20 degrés, quoi. Hein. Vous savez, la spiruline se cultive entre 30 et 35 degrés. Voilà, donc sous serre. Donc on comprend bien, sous serre, en plein été, pendant 6 mois, dans le Var, il n'y a pas de problème. Chez nous, ce sera, au lieu de faire sur 6 mois, on n'aura peut-être que 4 mois. Mais si on trouvait une spiruline qui vit à 20 degrés, très bien, qui se multiplie, ben, elle est adaptée à nos climats et on n'a plus besoin de méthaniseur à ce moment-là, la méthanisation. Et on l'a trouvée, on la connaît. Donc on est en train de l'isoler tout doucement, hein, pour voir comment on pourra la cultiver. Donc voilà un peu les... Oui. Oui, il y a d'autres algues que la spiruline, il y a l'odontelle. Voilà, alors oui, il y a 3 espèces de microalgues qui ont été retenues. Hein, donc la spiruline, ok. Quelle est leur différence? Bah, alors, là, on va dire que la spiruline, sa capacité, c'est de produire des protéines, 70% de protéines, vous voyez, ce qui est pas mal. Et puis voilà, donc ça c'est sa spécialité. L'odentella, elle produit des protéines, hein, 30% normalement, mais elle va produire énormément d'oméga 3. Et comme dans notre alimentation, on est déficitaire en oméga 3, on est tout le temps en train de chercher des oméga 3, soit dans le colza, soit dans des plantes, etc. Hein, dans l'huile de noix, par exemple, très riche en oméga 3, bon, mais on ne peut pas manger de l'huile de noix tout le temps, etc. Donc, partout où on peut trouver des oméga 3, on y va. Donc, le lin, par exemple, ça c'est très intéressant. Le lin, on alimente les bovins, les vaches avec le lin, ça vous fait du lait riche en oméga 3. Bon, etc., etc. Et donc, chez Odentella, on a cette production. Et puis la troisième, c'est une chlorelle, c'est une microalgue très très petite, qui fait 2-3 microns, qui se cultive bien aussi, mais qui est beaucoup plus difficile, fragile, qui demande une technologie un peu plus lourde, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle produit elle produit les protéines, elle fait un peu tout, les vitamines. C'est souvent qu'on va trouver des vitamines très intéressantes dans la chlorelle. Pardon. Alors ici, j'ai une diapo d'où viennent des sels minéraux, hein, l'érosion des sols, mais aussi des cheminées volcaniques qui n'arrêtent pas de fonctionner, elles n'ont pas arrêté. Hein. C'est vrai que les volcans, il y en a beaucoup moins sur la Terre, sur les continents, mais il faut savoir qu'au fond des océans, les cheminées volcaniques, ça ne s'arrête pas. Hein. Il y en a vraiment énormément. Donc ça, c'est important. On ne va pas les arrêter. Hein. Quoique, il y a des gens qui, déjà, il y a des grands projets, hein, de mettre un chapeau là-dessus, clac, une cloche, et de récupérer 3000 mètres ou 6000 mètres, ces éléments qui sortent de là, parce qu'il y a de l'or, du cobalt, du cuivre, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable ce qui sort d'ici. Alors bien sûr que c'est très riche, c'est pour ça que la vie est très peu diversifiée ici, mais on trouve beaucoup de vie dans les grandes profondeurs, mais là, au fur et à mesure que ça va se dissoudre dans les eaux, ce sera des traces infinitésimales d'oligo-éléments, hein, de ce qu'on appelle les métaux lourds, quoi. Donc le vent joue un rôle important, les déserts, les sables du désert apportent énormément aussi pour le plancton. Moi je ne le savais pas, c'est Paul Tréguer qui m'a expliqué ça un jour, il m'a dit je vais t'expliquer le rôle du désert. En fait dans les sables, quand il y a des tempêtes de sable, ça monte à 10 000 mètres et puis ça retombe en plus fine. Hein. Des fois ici ça nous arrive d'avoir des sables du désert. Hein. Voilà. Donc vous voyez, l'effet du désert, c'est pas seulement en Mauritanie que ça a des effets, ça peut avoir des effets ici en Europe. Mais ces sables sont chargés de sable, bien sûr, mais aussi d'un élément essentiel pour le plancton qu'on appelle de la silice. Et c'est très bon la silice, surtout pour les diatomées. Ces microalgues qu'on aime beaucoup, puisqu'il paraîtrait qu'elles représenteraient près de 80% du phytoplancton. On n'est pas sûr, hein, mais elles dominent vraiment, et c'est tant mieux parce qu'il y a aussi de la diversité. Il y a des toutes petites diatomées, des grandes, des moyennes, de toutes sortes de diatomées. Et c'est grâce à cette diversité qu'on va avoir aussi la diversité des poissons. Voilà, le mécanisme des upwelling, voilà, c'est des courants sous-marins qui viennent. Donc, il y a souvent les vents qui viennent de la surface, mais il y a aussi ces grands courants sous-marins qui vont faire le tour de la planète, hein, ce qu'on appelle les tapis roulants, hein, qui mettent des années des fois à faire le tour de la planète, voilà, qui vont racler les fonds et qui vont faire remonter à la surface des océans des éléments minéraux
qui resteraient là, qui sont là depuis des millénaires et des millénaires. Il y a du compost marin énorme là qui demande qu'à profiter au phytoplancton, quoi. Voilà, il y a eu même des essais, je crois que c'était à Tahiti, hein, Ifremer, il y a très longtemps, hein, presque 40 ans. Ils ont mis des pompes à 800 mètres de profondeur, ils ont pompé l'eau riche en sels minéraux, ils ont mis l'eau dans des bassins, et ça a explosé le phytoplancton, voilà. Et alors un jour, François Fallour à l'époque, j'ai dit mais pourquoi ça a arrêté? Ben, il dit, un jour la pompe ne marchait plus, donc ils sont descendus, ils ont descendu une cloche parce que 800 mètres c'est profond quand même. Ils ont descendu, ils ont trouvé la pompe broyée et il n'y avait pas eu de tempête à la surface. Mais il y avait eu des grandes tempêtes sous-marines. Vous imaginez qu'au fond, même si ça ne bouge pas à la surface, au fond c'est terrible, quoi. Donc bon, ils ont arrêté l'expérience, c'était une expérience intéressante de voilà. Ils ont fait un poiling, on va dire artificiel. Voilà, ici notre magma, on est à 1200 degrés, ici on est à 400 degrés, donc vous aimez mieux, les roches sont en fusion ici, hein, ça fait donc des fluides hydrothermales qui arrivent ici, ça sort à 350 degrés. Alors je ne vous dis pas la concentration en métaux lourds, en plomb, en cobalt, en cuivre, en tout ce qu'on veut, quoi, hein, tout, voilà. Et toute cette fumée noire va se dissoudre pour arriver à des traces infinitésimales d'éléments métalliques qui vont servir de nourriture pour le phytoplancton. Parce que le phytoplancton, j'ai oublié de le dire, il a besoin de nitrate, de phosphate, de silice, mais aussi de métaux lourds. S'il n'y a pas de cobalt, de cuivre, de zinc, il ne peut pas se développer. Alors, vous allez dire, oh là, les métaux lourds c'est dangereux. Ben non, mais les plantes, en règle générale, ont besoin d'oligo-éléments, même les plantes terrestres. Et notre corps a besoin d'oligo-éléments, mais des traces infinitésimales. C'est ça qui est le danger. Le danger, c'est quand on augmente par 10 la concentration de métaux lourds. Mais s'il n'y avait pas de métaux lourds, s'il n'y avait pas d'oligo-éléments, vous ne pourriez pas vivre. Hein? Donc ça aide beaucoup, on dit, à accélérer le transit intestinal. Voilà. Oui, ce que je veux dire, quoi. Donc voilà. Donc, hein, alors c'est vrai que des fois, quand on est en manque d'oligo-éléments, on va chez le pharmacien, puis on achète des produits qu'il faut là pour éliminer. Donc vous voyez, donc c'est très important. Donc eux, on ne pourra jamais rien faire, hein, ils sont là depuis la nuit des temps, et même les volcans terrestres, on ne peut rien y faire, ça c'est des phénomènes naturels hein, qui perturbent parfois la vie des gens. Hein. Alors ici, une diatomée, on a pris une diatomée, on s'est dit, bon, et comment on va faire pour la... Donc voilà, au départ, on a une cellule des diatomées, parce que le phytoplancton, c'est unicellulaire, il n'y a qu'une cellule. Ensuite, elle va se diviser, commencer à se segmenter par le milieu. Et voilà, ensuite, elle va former deux membranes, deux noyaux, clac, elle va se séparer. Et chaque cellule va redonner naissance à une autre cellule. Alors, c'est exponentiel. Au départ, vous avez une cellule. Le lendemain, vous avez deux. Après, vous avez 4, 8, 16, 32, à une vitesse incroyable, quoi. Vous démarrez le lundi matin dans un tube à essai avec une microalgue, une cellule, et à la fin de la semaine, vous en avez des millions dans votre tube, à partir d'une cellule. Hein, on a fait ça dans le temps, hein, on a commencé comme ça, il y a 40 ans, c'est ce qu'on faisait. On allait dans la mer avec une pipette, on prélevait des diatomées, on les mettait dans des tubes, on les fermait, et puis on mettait de la lumière, on mettait des éléments minéraux, on mettait tout ce qu'il fallait pour que seulement celle-là se développe. Donc les autres ne se développaient pas. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle... Voilà. Et donc ça, si on pouvait l'avoir dans la main, ça ressemble un peu à une boîte de camembert, vous voyez, avec un couvercle au fond, et un fond. Voilà. Et donc c'est très fragile. Donc ça fragile, elles sont très très fragiles en fait ces diatomées. Hein, et vous connaissez l'élément qui la perturbe actuellement. Il y a un livre qui va sortir, hein, fait par des scientifiques d'Ifremer. Il va sortir en mars. Hein, donc ce livre qui donne la preuve d'un élément que vous utilisez, j'espère pas, hein, en tout cas moi je ne l'utilise pas, qui perturbe vraiment l'écosystème et en particulier la division des diatomées. C'est quoi à votre avis? Il y en a qui savent, donc ceux qui savent, ils ne disent pas. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui le dise. C'est un élément chimique qu'on utilise. Comment? Non, non, un élément chimique qu'on utilise, soit en agriculture, soit les jardiniers du dimanche. Voilà. Les désherbants. Les désherbants, voilà. Les pesticides. Oh, mais il est nécessaire pour blanchir les salades. Voilà. Les pesticides. Oui, voilà. Le désherbant. Ah, le désherbant. 8 jours avant, et la salade est très blanche. J'en mange pas, votre voilà. salade. Et ben, l'eau qui ruisselle. Alors, il faut savoir qu'il faut des traces infinitésimales de ces herbicides hein, qui sont
intéressant de votre point de vue. Pour le phytoplancton, il lui faut, voilà, ça c'est très très dangereux parce que ça rentre dans les chaînes alimentaires et ça vous contamine parce que vous avez vu que quand les pesticides ou les métaux lourds rentrent dans la chaîne alimentaire, c'est multiplié à chaque fois, ça se divise et donc vous multipliez par 10 à chaque fois la concentration dans l'animal. Vous avez vu? Donc au départ, vous pouvez avoir des traces de pesticides dans le phytoplancton. Et je ne vous dis pas, quand vous avez le temps les 100 grammes de thon, là, vous avez une bonne concentration. Hein. Donc il faut faire très très attention à ces produits-là. Et très souvent, ces produits-là, on les trouve où? Eh ben, dans les estuaires, bien sûr, à la sortie des fleuves, parce qu'il y a l'agriculture, mais il y a aussi la SNCF, qu'on utilise beaucoup, des herbicides. Il y a, bon voilà, et les particuliers, les jardiniers du dimanche, quand on voit un agriculteur, par exemple, qui va acheter ses pesticides, il est obligé de mettre des précautions, des masques, c'est très compliqué. Attention, vous allez dans la coopérative, vous ne prenez pas votre sac de pesticides comme ça, il y a une grande réglementation. Et quand vous voyez que dans les grandes surfaces chez nous, les gamins ils peuvent toucher, quand vous voyez la quantité, la diversité des éléments chimiques qui sont à portée de main de nos gamins, je trouve que ça fait un peu peur quand même, quoi. Voilà, même donc, Monsieur Labbé va proposer une... Comment? Même Monsieur Labbé va proposer une loi. Voilà, le 19 novembre, donc demain, au Sénat. Hein, donc on a un sénateur hein, du Morbihan qui va justement mettre le doigt où ça fait mal pour un peu dénoncer l'utilisation de ces pesticides. Et donc le livre va sortir hein, au printemps prochain, qui s'appelle « L'effet des pesticides sur le plancton ». Donc vous saurez tout. Hein. Et quand vous l'aurez lu, j'espère que vous... Même n'attendez pas le mois de mars pour arrêter de l'utiliser. Vous pouvez commencer dès ce soir. Alors bien sûr, la chaîne alimentaire, vous voyez, on vous assure qu'on l'a vraiment simplifié parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais déjà, avec cette idée-là, vous prenez le temps hein, et puis voilà. Donc quand il y a de la vie, il y a de la matière organique, hein, automatiquement. Il y a de la vie, il y a de la mort, il y a de la vie, il y a de la mort. Tout ça, c'est de la matière organique, décomposition par les bactéries. Les bactéries, à leur tour, elles meurent, elles se transforment en sels minéraux et hop, elles repartent pour alimenter le phytoplancton qui est ici. Vous voyez, c'est... Alors bien sûr, dans la mer, c'est que ça se passe comme ça. Ce qui est le plus visible, c'est dans les lacs. Hein, vous prenez un lac, ça c'est très facile à faire ces schémas-là, mais le lac est petit souvent par rapport à l'océan bien sûr. Hein, il est moins complexe, il est très simplifié dans les lacs. Et puis vous avez 4-5 espèces de poissons. Vous avez un brochet, un salmonidé, une carpe, et puis voilà, vous avez 4-5-6 poissons. Hein, mais c'est très intéressant d'étudier un lac, comment il fonctionne, parce que amené à l'océan, c'est la même chose, quoi. Mais sauf que dans l'océan, c'est en plus la diversité de toutes les espèces, quoi. Dans un lac, on peut presque faire attention à ce que ce lac ne se détériore pas, d'ailleurs en évitant d'avoir des apports de polluants hein, terrestres. Et puis aussi en gérant bien l'eau, en mettant l'eau qu'il faut, en faisant des assecs de temps en temps, etc. L'océan ne peut rien faire. Hein. L'océan, on ne va pas s'amuser à dire, bon, allez, on fait un petit assec, là, on met l'océan à sec, on va nettoyer un peu le fond. Hein. Donc voilà, il faut vivre avec. Donc ce qu'on peut faire, nous, c'est les apports, tous les apports que l'on va apporter, nous, les humains. Parce que ce que les volcans vont apporter, ça, on ne peut rien faire. Hein. Laissons les volcans vivre leur vie. Mais nous, par contre, nos pratiques, on peut changer nos pratiques, nos comportements vis-à-vis de la qualité des eaux hein, pour sauver ce plancton. Alors, ici, les hommes et les femmes, depuis longtemps, ont compris que les zones humides du littoral, les marais étaient aussi très importants pour en vivre. Et depuis 1000 ans à peu près, à Guérande, on récolte le sel hein, de façon intéressante. Et grâce à ce sel, eh ben, on s'est aperçu que les marais de Guérande avaient enrichi ce qu'on appelle le trait du Croisic. C'est-à-dire, vous avez le marais de Guérande et puis vous avez une grande bande de sable. Qu'est-ce que vous avez sur cette bande de sable? Eh ben, vous avez quasiment tous les coquillages, des moules qui sont élevés, des palourdes, des coques, des huîtres. Voilà, c'est incroyable, c'est un garde-manger parce que voilà, à la sortie de ce marais, ce réseau hydraulique qui fait 2000 hectares, voilà, comme le disait Alain dans le film tout à l'heure, ben, nous on prend l'eau, on tire le sel, mais on rend l'eau à la nature, quoi, parce que voilà. Donc ils vont tirer le sel pendant 30 jours dans l'année, hein, mais c'est vrai que pendant 11 mois, ils vont laisser l'eau rentrer, l'eau sortir, donc lessiver, quoi. Donc c'est tout l'entretien du réseau hydraulique qui est très important. Un paludier ne tire pas du sel que pendant 30 jours, c'est pas, il travaille 12 mois sur 12. Hein. Tous les mois, il y a une activité. Alors, ça va être pour nettoyer la vasière, ici les gobiers, ici les ladures, ici les œillets, bref, les délivres, bref, tout
tout le système, parce que c'est très complexe, c'est un vrai laboratoire à ciel ouvert, 1000 ans qu'il existe. Et depuis 1000 ans, des hommes et des femmes se sont succédés pour retenir ce réseau hydraulique. Et ce n'est pas un hasard si, à la sortie du Croisic, vous avez d'un côté le Croisic, qui est un port spécialisé, était spécialisé dans les crevettes, les crapes, les homards. C'était vraiment le port des crustacés. Et de l'autre côté, juste à la sortie aussi des marais, vous avez la Turballe. Et bien la spécialité de la Turballe, il y a 30-40 ans, c'était quoi? La sardine, les spras, les anchois, etc. Vous voyez. Donc, alors en plus, la Turballe bénéficiait de l'arrivée de la Vilaine aussi, qui était un peu plus haut. Plus, voilà. Donc on voit bien, les crustacés ont besoin. Les homards, à la naissance, ils ont 15 jours. S'il n'y a pas de zooplancton, ils meurent de faim. Le bébé homard, il a une toute petite bouche. Les larves de crevettes, je ne vous dis pas. Il leur faut même les larves de crevettes à la naissance, il leur faut des diatomées pour se nourrir. Donc, vous voyez, c'est une toute petite bouche. Donc on voit, d'ailleurs, quand on étudie bien tout l'écosystème de cette région-là, on voit que les marais jouaient vraiment un rôle très important. Donc pour juger ces activités, sans que ce soit la misère, aujourd'hui un paludier vit honorablement de son métier, mais il a fallu s'organiser, parce qu'il y a 30-40 ans, être paludier à Guérande, c'était très difficile. C'était très difficile, donc on a eu qu'on appelle les 68 arts, après mai 68, il y a eu beaucoup de retours à la nature, vous voyez, et bien c'est ça qui a sauvé le marais. Alors on rigole de ça, mais c'est sérieux. Quand vous étudiez la sociologie de tous ces marais, ils ont été sauvés parce qu'il y a des dingos qui sont arrivés comme ça, des éleveurs de biquettes, qui se sont dit, et pourquoi pas faire du sel? Donc pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, je peux vous assurer, ils ont tiré la langue comme ça. C'était très très dur, parce qu'il a fallu d'abord apprendre le métier. Le sel était vendu par les Saint-Laurent du Midi à très bas prix, donc il n'y avait pas de quoi, mais ils y croyaient. Ils y croyaient parce qu'ils savaient, et il y avait beaucoup d'intelligence collective dans ces groupes de jeunes, qui avaient fait des études que les anciens n'avaient pas fait. Donc au niveau de l'économie, tout ça, et ça, ils ont construit leur coopérative, la coopérative la Guérandaise, et ça a été vraiment, en quelques années, ils ont économiquement réussi à augmenter le sel et à faire vraiment. À l'époque, pour vivre, il fallait faire 120 œillets. 120 œillets, mais il fallait être une bête pour faire 120 œillets par jour. À travailler, c'était énorme. Aujourd'hui, avec 60 œillets, on vit honorablement, vraiment, honorablement, bien. Voilà, donc vous voyez, parce que faut toujours penser que ces milieux, le développement durable, c'est l'écologie, bien sûr, l'environnement, on est d'accord, mais c'est le social, il faut des gens, quoi, pour entretenir. Et puis c'est économique, il faut pouvoir en vivre de ce milieu-là. Et quand on a ces trois piliers de l'environnement, l'aspect écologique, on maintient, socialement, ça devient vivant parce qu'on peut vivre sur un territoire et qu'économiquement on peut s'en sortir, et c'est le bonheur. Quoi. Dans le sel de Guérande, il y a du phyto, alors un petit peu. Eh bien, bien sûr, d'ailleurs, quand vous récupérez pardon. Explique-nous les couleurs. Les couleurs. Ici, par exemple, on est dans le. Très bien, là, voilà. Donc, on est ici dans le premier bassin, c'est ce qu'on appelle la vasière, c'est-à-dire que c'est l'eau qui arrive de la mer. Voilà, elle arrive de la mer qui est ici. C'est le château d'eau, en gros, quoi, parce que ça marche par gravité. Donc, c'est un grand bassin qui doit faire 2-3 hectares parfois. Et là, l'eau est à la même salinité que dans la mer. Donc ici, vous allez trouver tout, des anguilles, des poissons, du phyto, du zoo. Tout ce que vous trouvez ici, vous le trouvez là, mais multiplié par 10, quoi. Parce que c'est chaud, il n'y a pas beaucoup de prédateurs, et puis voilà, donc on augmente. Ensuite, l'eau va passer par ce petit bassin ici, on va ouvrir une petite trappe, et on va laisser courir l'eau tout doucement. Et là, on va voir les poissons, les coquillages vont entraîner, et puis tout doucement, ils vont commencer à mourir. Pourquoi? Parce qu'on va passer de 34 grammes de sel, ça c'est dans la mer il y a 34 grammes de sel par litre d'eau, 34 grammes. Et puis ici on va arriver à 50, et puis à 60, et puis à 80 grammes de sel. Et au fur et à mesure que la salinité va augmenter, tac, 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 il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître. Ensuite ça va tourner ici, ça va faire tout le tour, ça va se réchauffer. Comme c'est par gravité, vous voyez, ici on est plus haut que là, là c'est le point le plus bas. L'eau ne demande qu'à partir. Vous ouvrez la trappe, l'eau va circuler jusqu'à là. Et quand elle va arriver ici, bien sûr, ne va survivre, c'est ça qui est extraordinaire, dans l'œillet, survivra 3 espèces qu'on appelle, comment on appelle ça, Fabrea salina, excusez-moi, on en parle dans le bouquin, Fabrea salina, c'est un protozoaire, c'est un animal unicellulaire. C'est les premiers animaux qui sont nés, il y a plus de 800 millions d'années, parce que avant d'avoir des copépodes ou des crevettes,
il a fallu avoir des animaux unicellulaires qu'avec une cellule. La nature, hein, l'évolution, s'est faite pas à pas. Et donc, ces Fabrea salina, c'est des protozoaires. Les protozoaires, leur boulot, c'est de se nourrir de matière organique. Ça tombe bien, toute la dégradation de la matière, les choses mortes arrivent là. Vous avez beaucoup de matière organique, donc c'est impeccable, vous avez le nettoyeur. Ensuite, il y a une microalgue qui va réussir à survivre, qui était ici, elle va survivre, qu'on appelle Dunaliella. C'est la seule microalgue qui vit à des salinités de 300 grammes de sel par litre d'eau. Ici 34 grammes, ici 300. Hein, quand vous mettez le doigt, vous avez du mal à l'enfoncer dans l'eau. Hein. C'est incroyable. Et donc, il n'y a que cette microalgue qui survit. Et ensuite, il y a un animal qui vit aussi là-dedans, hein, un animal alors, multicellulaire, lui, qui a réussi à survivre, qui lui va soit manger de la matière organique, ou soit du phytoplancton, les Dunaliella. Cet animal, on l'appelle Artemia salina. Alors l'avantage, c'est que ces Artemia salina, quand l'eau, parce qu'il y a tellement de sel que des fois, il n'y a même plus d'eau, et par le vent, elles vont être chassées, les Artemia vont pondre dans l'eau et les œufs vont se trouver dans les vases, dans les argiles ici, quoi, où il n'y a pas d'eau, et ils vont rester là, enquistés. Et puis, 1 an, 2 ans après, quand il va pleuvoir, que ça va lessiver les talus ici, ces œufs vont retomber dans l'eau, ils vont rééclore de nouveau. Et moi, j'ai récupéré ces œufs, et 10 ans après, j'ai encore des œufs, hein, de 20 ans même, que je remets dans l'eau et ils redémarrent. Ils vivent au ralenti, enquistés, quoi. Donc la nature a bien fait les choses. Hein. On est vraiment dans les milieux extrêmes, hein, parce que les milieux extrêmes, on en a dit tout à l'heure, c'était le Sahara, Sub-Sahara ou la calotte glaciaire. Mais près de chez nous, vous allez dans les marais salants à 300 grammes de sel par litre d'eau, vous êtes dans un milieu extrême. Donc il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir ce que c'est qu'un milieu extrême. Et je vous encourage, bon, vous pourrez être dans le Morbihan maintenant, puisqu'il y a 2 marais salants, à la Trinité et un autre à l'année. Hein, donc j'ai fait des images et j'ai retrouvé les 3, Fabrea, Artemia et Dunaliella dans les marais de la Trinité, qui avaient été abandonnés depuis 60 ans et qui a été remis en état par Damien Philippe, là. Voilà. J'ai répondu à ta question? Ah oui, les flamants roses. Alors nous, on n'a pas de flamants roses ici, nous, hein, mais dans le sud de la France, dans les marais, parce qu'il y a les salins de marais de Giraud, où ça va, hein, du côté de la Grande Motte, là-bas, dans toute cette région, de la Camargue, il y a beaucoup de flamants roses. Et donc les flamants roses, ils sont roses, pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent bien sûr de ces éléments, quoi. Et voilà. Pour la petite anecdote, c'est le rouge, c'est la microalgue Dunaliella, qui est verte au départ, mais qui, à des salinités très élevées, ne peut plus garder cette chlorophylle. Du moins, la chlorophylle disparaît et laisse place à la carotène. Parce qu'il y a des pigments, le phytoplancton qui est ici, il y a du vert et du rouge. Il y a de la chlorophylle et de la bêta-carotène. Mais en fonction de l'environnement, cette bêta-carotène deviendra extrême, hein, comme vous voyez ici, à des hautes salinités, quoi, pour se protéger en fait du soleil, des rayons. Quand on a des blocs d'algues rouges, là, oui. C'est aussi une carotène qui fait la... Oui, c'est des carotènes. Hein. Alors, il y a algues rouges et algues rouges. Donc la Dunaliella, c'est une microalgue. Et quand vous récupérez du sel, vous avez de la fleur de sel, par exemple, on dit que c'est riche en oligo-éléments. On dit, mangez de la fleur de sel parce que c'est riche en oligo-éléments. Alors je suis là, mais je dis, mais elle est où la salade? Parce qu'on m'a dit que les oligo-éléments, on n'avait que par les végétaux. Et ben, ça tombe bien, les végétaux, ils sont là. Les Dunaliella, c'est des microalgues, donc c'est des végétaux qui sont riches en oligo-éléments et donc qui se trouvent piégés dans les cristaux de sel de la fleur de sel. Donc à chaque fois que vous allez manger de la fleur de sel, vous aurez en même temps des oligo-éléments. Voilà. La question. Ah oui, alors parfois dans la mer ici, on a des marées rouges, ce qu'on appelle des marées rouges. Alors là, il faut faire très attention parce que ce n'est pas les mêmes qu'ici, donc on est à 34 grammes de sel par litre d'eau. Et là, on a de plus en plus des marées rouges qui sont encore faibles, mais que nous, on voit depuis une trentaine d'années à peu près, on les voit à travers le microscope. Nous, les marées rouges, on les voit à travers le microscope. Maintenant, on commence à les voir de visu. L'eau devient colorée comme ça, vous prenez un peu d'eau, voilà. Et donc ça, il faut faire très attention, parce que ça, c'est des microalgues toxiques, qu'on appelle des dinoflagellés. Parce qu'il y a de la compétition dans la mer, vous savez, il y a des diatomées. On a vu que dans le phytoplancton, il y avait des diatomées. On souhaitait que c'était elles qui dominent, parce que c'était tant mieux, parce qu'ils avaient la diversité, sans oublier les chlorophyllacées. Mais comme la nature a horreur du vide, quand une microalgue disparaît, il y en a une autre qui apparaît. Hein. Donc si les diatomées venaient à disparaître, par exemple à cause des pesticides, par exemple, hein, et d'autres raisons, hein,
et ben à ce moment-là, la nature a horreur du vide, donc hop, il y a à ce moment-là d'autres espèces qui sont moins fragiles aux pesticides qui vont se développer, comme les dinoflagellés. Donc on pense qu'il y a une relation entre la qualité des eaux des estuaires et la prolifération des dinoflagellés. Et en plus, un troisième élément, il est physique. Les dinoflagellés ont besoin de niches écologiques. Hein, ce que c'est que des niches écologiques, les oiseaux, ils ont besoin d'un arbre. Eh ben, les microalgues ont besoin aussi d'endroits pour qu'ils puissent se développer, ont besoin de niches écologiques. Eh ben, ces dinoflagellés, l'élément qu'ils aiment beaucoup, c'est quand le milieu ne leur convient pas, c'est de se déposer sur le fond et de s'enquister, de vivre, voilà, comme les artémias d'ailleurs, s'enquister et de vivre dans les sédiments très fins, dans les vases. Tandis que les diatomées, quand elles meurent, elles se déposent sur le fond, elles vont faire un sédiment de silice. D'ailleurs, si vous allez en Auvergne, vous avez des montagnes de silice quand les océans étaient en Auvergne, hein, il y a quelques millions d'années. Hein. Et ben, les océans étaient là-bas. Et ben, là-bas, il y avait énormément de diatomées et vous trouvez, hein, parce que très souvent on dit que l'Auvergne, les reliefs de l'Auvergne, c'est dû au volcan. Et ben, quand vous regardez, la lave de volcan, c'est ça, et tout le reste, c'est du dépôt sédimentaire de diatomées. Donc beaucoup des reliefs de l'Auvergne, on le doit au phytoplancton et aux diatomées. Parce que les diatomées, quand elles meurent, leur boîte s'ouvre, hein, ces boîtes de camembert qu'on a vues tout à l'heure, elles s'ouvrent, la matière végétale sort, c'est mangé par les bactéries, puis c'est bon, c'est fini. Elle ne revivra pas de ses cendres. Tandis que les dinoflagellés, elles se déposent, elles se mettent en dormance dans leur coquille, dans leur carapace, et elles vont vivre dans des sédiments un peu vasouillards, on va dire. Voilà. C'est pas un hasard si les premiers dinoflagellés qu'on a vus sur la planète, tu me dis, hein, si tu n'as pas l'heure, tu me dis. C'est bon là? Ouais. Et les premiers dinoflagellés, on les a observés dans les années 80, 82, 83, c'est Ifremer d'ailleurs. Vous avez observé les premiers dinoflagellés qui faisaient ces marées rouges à la sortie de l'estuaire de la Vilaine, barrage Arzal. 4 mètres de vase. Aujourd'hui, bouchon vaseux, 4 mètres. Et tu exagères, c'est facile. On avait des pieux, hein, des grands pieux d'éleveurs de moules, et on voit juste la tête qui dépasse maintenant. Donc les pieux, ils avaient 3 à 4 mètres de haut, énorme, hein, pour élever des moules, et on voit juste la tête qui dépasse. Donc, voilà, Je voulais te demander, on réveille aussi ces fameux dinoflagellés lorsque l'on fait les dragages? Ben oui, les dragages, ça dépend, les dragages... S'ils sont enquistés dans la vase? Oui. Bon, on les réveille, mais bon, eux, ce qu'il leur faut pour les dinoflagellés, c'est ils n'aiment pas être chahutés. Donc quand tu les chahutes, ils n'aiment pas trop. Et d'ailleurs, on les voit quand ils prolifèrent, c'est en période de mer calme, mer d'huile, vous voyez. Donc, quand la mer est d'huile, ça n'empêche pas que des sardines à l'huile. Hein. C'est bon aussi pour les... Oh, c'était une mise en boîte. Hein. Et ces dinoflagellés, alors quand la mer devient d'huile, calme, qu'est-ce qui se passe? Les diatomées, elles ont une carapace siliceuse, donc elles sont lourdes. Elles tombent sur le fond. Et par contre, l'eau douce remonte à la surface. Et vous avez une pellicule d'eau douce à la surface de la mer. Vous ne la voyez pas, bien sûr, hein, mais une toute petite pellicule d'eau douce à la surface. Donc l'eau de mer est ici. Et les dinoflagellés adorent cet espace entre l'eau douce et l'eau de mer. Et donc il faut des conditions climatiques, physiques de l'eau pour qu'elle puisse se développer. Hein. Il leur faut des niches, il leur faut cette configuration des eaux qui ont sédimenté, qui ont stratifié, cette couche d'eau douce qui est à la surface, voilà. Et après il leur faut évidemment beaucoup d'éléments nutritifs. Si vous avez des nitrates et des phosphates en excès, là c'est super, quoi. Voilà. Alors le problème des dinoflagellés, c'est que quand les huîtres les mangent, ben nous on ne peut pas manger les coquillages, mais elles sont de très très grosse taille. Elles sont souvent 2-3 fois plus grosses que les diatomées. 2-3 fois. Donc elles ne peuvent pas entrer dans l'alimentation des copépodes, du zooplancton, des larves d'huîtres, bref, tous les animaux qui vont naître, hein, les poissons, coquillages et crustacés, à la naissance, ils ont une toute petite bouche. Et donc voilà, on ne peut pas manger n'importe quoi. Et souvent ces dinoflagellés sont de grosse taille, l'ordre de 50 microns. 50 microns, voire même plus parfois. Mais 50 microns, c'est très gros pour nous, pour du phytoplancton. Nous, quand on parle de phytoplancton, on est dans la dizaine de microns, entre 5 et 10 microns, 15 microns, 20 microns maximum. Mais quand vous êtes dans les dinoflagellés, vous êtes dans les 50 microns. Donc quand ça prolifère, toutes les espèces qui mangent le plancton qui est en dessous de cette taille-là, ben, vont mourir de faim, quoi. Donc quand ça ne dure pas trop longtemps, ça va.
Mais quand ça s'installe durablement, il faut attendre l'année d'après la reproduction des espèces pour avoir, voilà. Hein, parce que bon, la nature est bien faite. Hein. Si une année, voilà, si le calendrier, au moment du calendrier, des espèces larvaires de palourdes, par exemple, ou d'huîtres, il y a énormément de dinoflagellés dans l'eau, et ben, les larves, pendant 3, 4, 5 jours, rien à manger, donc terminé. Il faudra attendre l'année d'après, en espérant qu'au moment où il y aura des larves de palourdes, il n'y a surtout pas de dinoflagellés, parce que sont trop grosses pour être absorbées par les larves. Donc, il y a un calendrier pour tout. Hein. Il faut, voilà. Alors tout à l'heure, il parlait... Philippe Pondaven parlait des migrations. Alors le réchauffement climatique, pour terminer, parce que voilà, ça tombe bien, le réchauffement climatique, bien sûr, oui, il joue un rôle important. Les espèces, chez nous en Bretagne, on a de la chance d'avoir des espèces sédentaires. Quand je dis des espèces sédentaires, je parle de coquilles Saint-Jacques, les huîtres, les moules, les homards, les crevettes, hein, ils ont des niches, les crevettes, ce n'est pas des bestioles qui se baladent beaucoup, hein, je parle du bouquet hein, quand je parle de crevettes. Bref, on a beaucoup d'espèces qui sont sédentaires. On a les bars, ils se reproduisent au Poulain, à Belle-Île, voilà, c'est leur région. Voilà, donc tous ces animaux, le homard comme le bar, ont des périodes vraiment, ça dure 15 jours, 3 semaines, où ils vont se reproduire, où ils vont émettre leurs œufs. Les homards, c'est entre le 15 juin et le 15 juillet, vous voyez, qui vont émettre vraiment leurs œufs. Donc il faut que pile poil entre le 15 juin et le 15 juillet, on ait une qualité du plancton qui correspond à la taille, etc. Donc la nature a bien fait les choses depuis très longtemps, donc voilà, tout ça c'était bien. Le problème, c'est qu'avec le degré 1 ou 2 degrés de plus de température, tout ça s'est décalé. Le plancton est décalé vers le nord. Et donc eux, les espèces sédentaires se reproduisent ici, mais vont trouver des planctons qui viennent un peu des mers du Sud, on va dire des mers du Sud. Voilà, vous voyez, il y a un décalage qui se fait. Et c'est souvent là le problème. Le problème, il est que c'est ce décalage qu'il y a entre le changement de température, la température moyenne des océans, la migration vers le nord, et voilà, donc il va falloir qu'on s'habitue à ça, parce que les espèces vont changer dans les 10, 15, 20 ans à venir. Attention, ça ne va pas se faire en 1 an ou 2 ans comme ça, mais ça a commencé déjà. Hein. On voit la morue, par exemple, la morue est montée beaucoup plus vers le nord, et Grégory Beaugrand, qui est un scientifique réputé, a mis ça en évidence, où les copépodes étaient montés vers le nord, et toutes les morues étaient montées vers le nord. Ils n'ont jamais eu autant au Danemark, en Norvège, en Suède, ils n'ont jamais eu autant de morues que maintenant, quoi. C'est normal, les copépodes sont montés. Et nous, on en a eu d'autres, mais ils sont de très grosse taille, donc ils ne correspondent pas à la taille de la bouche de la morue. Donc les effets du réchauffement climatique, à mon avis, ça va un peu perturber les espèces. Nous, on risque par exemple d'avoir peut-être moins de bars, hein, et moins de turbos, hein, mais parce que les turbos, c'est aussi des gros consommateurs de sprats, de sardines et d'anchois, hein, attention, et de lançons. Et les lançons, par exemple, ça c'est très très important pour notre région. Ça, c'est une espèce qui ne fait pas l'objet, par exemple, le lançon ne fait pas l'objet de pêche intensive. On pêche un peu de lançon ici ou là, mais ne fait pas du tout. Et bien, il est en voie de disparition. Donc, on a fait la reproduction avec Morgane, ma collègue de Becmeil, on a fait la reproduction des lançons, et on s'est aperçu qu'en fait, que le lançon à la naissance, il n'était pas zoophage, il ne nourrissait pas de copépodes. Il lui fallait du phytoplancton, ce qui est très rare chez les poissons. En principe, à la naissance, ils ont une bouche assez grande pour commencer à manger du zooplancton, de petite taille. Et voilà. Il est en hiver aussi. Comment ? Il est en hiver. En hiver, et donc il lui faut un phytoplancton, des diatomées en particulier, de très haute qualité, quoi. Parce que, voilà. Et donc, si le phytoplancton n'est pas au rendez-vous, les lançons disparaissent. Si les lançons disparaissent, ben, les bars disparaissent, etc., quoi. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour... Oui, vas-y, Alain. Oui, alors, c'est une question quand même particulière. Il y a au Japon, comme tu sais, un problème récurrent avec les méduses. Alors, on dit que les méduses, ça se nourrit essentiellement de poissons. De plancton, pardon. De copépodes, oui. Et dans ces lieux où il y a énormément de méduses, il n'y a plus un poisson. Alors, pour quelle raison trouve-t-on autant de méduses? Voilà. Ben, moi, j'ai... Alors, je ne sais pas, moi je pose des questions. Je me demande, est-ce que les poissons mangent les œufs de méduses ou les méduses qui naissent? Oui. Ah bah, oui. Les méduses qui naissent, elles font 10-20 microns à la naissance, hein, c'est vraiment tout petit.
petites méduses, et les micro-méduses, ouais, c'est vraiment de petite taille. Alors pourquoi on trouve autant de méduses? Alors le problème se pose un petit peu à l'heure actuelle en France, hein, dans notre région, parce que à la période de l'été, au printemps ou à l'été, on voit ici des plages qui sont envahies de méduses. Alors je pense pour une question de plancton aussi. Hein. Bien sûr. Mais moi, je pense que le plancton, la méduse fait partie du plancton. Et le plancton, la règle, c'est que c'est tous les animaux qui errent et qui ne peuvent pas se diriger. Ouais, oui. Donc moi, je pense que les concentrations de plancton sont d'abord dues à des courants. Je pense qu'il y a des courants qui sont plus réguliers, qui restent toujours les mêmes, et ça fait un peu comme une force centrifuge, vous voyez. Et donc les méduses se concentrent de plus en plus, qu'avant il y avait des tempêtes, ça bougeait un peu, les courants étaient peut-être moins réguliers. Et moi je pense que, d'ailleurs on en parle, hein, les experts des grands fonds sous-marins parlent des courants sur le Gulf Stream, et il y a vraiment des gros problèmes sur comprendre les courants aujourd'hui. Il y a vraiment un bordel actuellement, ça se déplace un peu dans tous les sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas une concentration comme ça? Donc les méduses se concentrent, donc quand on est concentré, on est plus de proximité, plus facile à se reproduire aussi. Donc plus on se reproduit, plus on a de petits. Et le plancton, les copépodes, bah, c'est pareil, ils sont entraînés par le courant, ils suivent le courant. Donc vous voyez, donc, les méduses et les copépodes, physiquement, se trouvent un peu pris dans le même piège, quoi. Et donc les méduses se nourrissent énormément des copépodes, vont consommer tous les copépodes et ne rien laisser aux poissons. Oui. Voilà. Donc ouais, c'est une de mes explications. On dit, mais c'est les pollutions. Oui, les pollutions peut-être, mais je ne sais pas lesquelles. Je pense que c'est plus un phénomène physique que biologique. Je pense, hein, mais bon, je peux me tromper. Hein. Ça a un sens aussi avec la surpêche, comment des poissons, peut-être avec la surpêche des poissons aussi dans ces régions-là, non? Peut-être la surpêche des poissons, oui. Bah, les prédateurs des méduses. Le problème, oui, bah, les tortues, problème, il devient les dauphins. Parce que il y a jusqu'à pas très longtemps, c'était limité aux côtes japonaises. Oui, oui. Mais le problème, ils se déplacent, bien sûr, ou ils s'amplifient sur les côtes chinoises à l'heure actuelle. Oui, oui, oui. Mais le pire, c'est la mer Noire, par exemple. Hein, il y avait beaucoup de dauphins, et c'est vrai qu'il y a eu une surexploitation des dauphins. Quasiment, il n'y a plus de dauphins dans la mer Noire. Mais ça a été les dauphins et les requins ont été énormément pêchés. Oui. Et aujourd'hui, c'est une mer de gélatineux, comme on dit, quoi. Les boréaux, les béréaux, les bolinopsis, tout ce qui est un peu gélatineux, un peu bioluminescent, les méduses, etc. On a des mers énormes, quoi. Hein. Ça, c'est un gros problème en mer Noire. Bon, c'est vrai que c'est des mers semi-fermées, donc ça n'arrête pas de faire le tour. Donc c'est physique aussi, on voit bien. C'est une mécanique qui tourne en rond. Hein, et donc les méduses, elles suivent les copépodes. Les copépodes, il y en a moins, il y a moins de poissons, quoi. Voilà. Alors juste ici, pour terminer, hein, le bassin versant, hein, ça c'est notre territoire. Ah ben, tout se retrouve en mer, hein, vous avez compris. Les ruissellements, la ville, les rejets. Donc il faut faire très attention à tout ce qui va dans les ruisseaux et même dans les chevelus. Pendant longtemps, on disait oui, il faut faire gaffe aux fleuves. Après, on a dit il faut faire gaffe aux rivières. On a raison. Et nous, il faut faire gaffe aux ruisseaux. Oui, oui. Et les chevelus alors? On me dit les chevelus, c'est quoi ce gars? Eh ben, il faut savoir que, par exemple, vous allez dans le bassin versant de la Ria d'Etel, mais il y a des milliers de petits chevelus. Et ça draine toutes les terres agricoles, etc. Et ça apporte aussi. Hein, des chevelus, on fait des ruisseaux, des rivières. Donc c'est très important, partout où il y a des zones humides, hein, où il y a des chevelus, eh ben, il faut faire très attention aux pratiques agricoles que l'on va avoir, parce que tout ça, on les retrouve dans la mer. Hein. Voilà. Donc les rejets des usines, les villes, bien sûr, tout le monde participe. Hein. Attention, il n'y a pas que les agriculteurs, on est tous responsables de quelque chose. Et bon, voilà, donc... Voilà. Donc c'est un petit peu pas triste, hein, c'est juste une prise de conscience que le bassin versant, ici par exemple, nous on a la chance d'avoir un bassin versant exceptionnel entre le Blavet, le Scorff, l'île de Groix, le cordon dunaire de Gavre, la petite mer. C'est incroyable quand on voit ce site, hein, si vous voyez ce site, il est unique, il est remarquable et unique, il n'y en a pas d'autres en France. C'est vrai, c'est un laboratoire à ciel ouvert avec deux fleuves, le Scorff et le Blavet, et c'est vrai que le Scorff, à une époque, il y a 30-40 ans, c'était un vrai égout, et merci Jean-Claude Pierre, il a vraiment œuvré pour tout faire pour reconquérir la qualité des eaux, il s'est vraiment battu. On peut dire qu'aujourd'hui, le Scorff, je ne sais pas si tout est gagné encore aujourd'hui, mais c'est quand même les saumons remontent, donc il se passe quelque chose. Et donc,
Et alors, on a cette rade qui est ici. Bon, bien sûr, l'urbanisation n'est pas celle qu'il y avait un siècle. Ok, on ne va pas raser les villes, hein, mais on peut par contre prendre conscience que ce bassin versant, cette rade, est vraiment un milieu vraiment important à protéger. Et ce n'est pas un hasard si on a fait un observatoire du plancton il y a 10 ans à Port-Louis, c'est parce que, bon, d'abord, je suis de là-bas, et puis bon, je me balade un peu partout sur la planète, et ce serait un peu malheureux que dans mon pays, je ne fasse pas quelque chose quand même. Donc localement, globalement, c'est bien de voir les choses, mais localement aussi, et je trouve que observer le plancton aujourd'hui, c'est prévenir ce qui se passera dans 10, 15 ou 20 ans, quoi. Alors bien sûr, on dit, mais bon, t'as vu aujourd'hui, ben alors ça va. Ben, attendez, nous, on regarde, tous les ans, on regarde, on collectionne nos documents, tout est conservé à l'observatoire. Et demain, si un scientifique vient là et nous demande nos cahiers de relevé, il va voir soit que ça s'améliore ou soit que ça se détériore. Aujourd'hui, on est incapable de dire si ça s'améliore ou ça se détériore, la qualité des eaux planctoniques. Mais on ne le saura jamais si on ne l'observe pas régulièrement, quoi. Donc c'est un peu pour ça. Hein. Et donc on a une petite mer qui est fantastique. Hein. À un moment donné, on a dit on va repeupler en coque, mais la catastrophe. La petite mer de Gave, ça fait des siècles qu'elle n'a jamais été aussi riche de coques, de palourdes, de vers, de vases. Bref, d'ailleurs, on ne comprend pas. Incroyable. Quand on voit la pêche qui est faite par les pêcheurs plaisanciers, mais aussi professionnels, il y en a toujours. Donc c'est un vrai laboratoire à ciel ouvert. Ce qu'il faut faire, c'est pas réensemencer en coque, en mettre plus, parce qu'on sait les conséquences que ça aura. On connaît les résultats. En augmentant la quantité de coques, on va augmenter les pathogènes et on va augmenter. En plus, on ira chercher les coques, soit en Normandie, en baie de Seine, où là-bas, on a le droit de les pêcher, les coques, mais on n'a pas le droit de les vendre. Vous savez, ah ben non, en baie de Seine, ne mangez pas une coque qui est là-bas. Hein. Mais vous avez le droit de les pêcher comme ça, et vous avez le droit de les mettre dans la petite mer de Gave. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pendant un an, ils auront le temps de se dégorger, t'imagines. Conclusion, nous, on va se rattraper avec des ch'touilles de là-bas. Là. Pardon, hein, c'est comme ça qu'on dit, non? Bah, non, mais j'ai rien contre la baie de Seine et les Normands, hein, ils vont m'en vouloir. Mais voilà, chacun doit garder ses espèces. Et nous, on sait qu'à chaque fois que la concentration en coquillage, naturellement, hein, il y a eu des études de fait en Glénan, à chaque fois que l'augmentation des palourdes roses augmentait, mais naturellement, sans apport humain, quoi. Et ben, paf, il y avait la prolifération d'une bactérie pathogène qui les tue, quoi. Comme si la nature avait bien fait les choses, quoi. Hein, voilà. Et donc, c'est les mêmes phénomènes. Donc, on risque de proliférer cette bactérie pathogène dans la petite mer et de tout flinguer. Ce laboratoire qui est là depuis un siècle, et même plus. Hein, donc, au contraire, étudions-le, essayons de comprendre pourquoi il y a encore aujourd'hui autant de coquillages qui naturellement se reproduisent, parce que c'est un phénomène. Donc, c'est remarquable. Moi, je dis qu'ici, on a vraiment un territoire où il y a vraiment plein de choses à faire dans ce milieu-là. Ce n'est pas seulement un milieu où on navigue, ce n'est pas un milieu physique, ce n'est pas un milieu chimique, mais c'est aussi un milieu biologique. On l'oublie souvent, le plancton est le parent pauvre de la biodiversité. Voilà, et ben, il est 8 h, donc merci.